Bonsoir à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Vladimir Poutine a proposé à la fin de l'été dernier d'accueillir en Russie des citoyens étrangers fuyant la décadence et le néolibéralisme occidental. Alors pour comprendre comment ce nouvel oukase du président russe, ce visa idéologique, est mis en œuvre quelques semaines plus tard, nous sommes en liaison avec Moscou et avec Fabrice Sorlin, français de Russie bien sûr, cofondateur du MIR, le mouvement international russophile, et animateur du canal Telegram Conflit Ukraine-Russie. Bonsoir Fabrice Sorlin. Bonsoir Edouard. Merci beaucoup d'avoir répondu une nouvelle fois présent à l'appel de Choc du Monde. J'ai appris la semaine passée que vous aviez été invité à la Douma d'État russe par les députés Maria Boutina et Tatiana Boutskaya, toutes les deux en charge du visée idéologique, pour évoquer le soutien du gouvernement russe aux familles nombreuses. Fabrice Sorlin, vous êtes à la fois père de familles nombreuses donc et expatrié en Russie, comme je le disais. Immigrer en Russie n'est pas chose aisée, mais vous êtes un exemple, semble-t-il, de success story et un précurseur, d'autant plus que vous êtes parti de l'Hexagone, vous aussi pour des raisons idéologiques, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Avec mon épouse, on a fait le choix en 2015 de partir, en grande partie, pas que, mais en grande partie pour ces raisons idéologiques. Ma femme était enceinte de notre septième enfant à l'époque. Nous en avons eu deux de plus, donc trois sont nés sur le sol russe, et donc six en France. On en a neuf actuellement. Effectivement, il y a quelques jours, j'ai été invité par Maria Butina, qui est la députée en charge de l'application du visa idéologique. C'est un petit peu la marraine de ce décret qui a été signé par Vladimir Poutine en août 2024 sur le visa idéologique. Et elle m'a fait rencontrer une députée qui, elle, est spécialisée et enfin, en tout cas, qui travaille dans la commission pour les enfants pour les enfants, voilà, à la famille, à la Douma d'État, pardon. L'idée, c'était de discuter des aides qui sont apportées par l'État russe, à la fois l'État russe, mais aussi les régions, puisqu'en Russie, vous savez que la Russie est divisée en régions, et qu'il y a des gouverneurs par région, et que chacun peut avoir aussi sa propre politique. Voilà, donc les aides qui pouvaient être apportées pour les familles nombreuses et les familles très nombreuses. Et je dois dire que j'étais vraiment assez surpris du nombre d'aides qu'ils vont m'être octroyées, puisque effectivement, depuis mars dernier, nous avons reçu, ma famille et moi-même, la nationalité russe. Eh bien, vous avez parcouru un sacré chemin. Revenons ou détaillons plus précisément ce visa idéologique envisagé par les autorités russes. Je vous propose quelques précisions pour que tout soit clair. Le 6 octobre, le Kremlin a publié une liste de 47 pays jugés décadents, parmi eux la France, et dont les citoyens pourront trouver un asile politique en Russie. Tout cela a commencé avec un décret de Vladimir Poutine 2 mois plus tôt, qui avait déjà fait l'effet d'une bombe. Le dirigeant russe avait ouvert la voie à un permis de séjour temporaire aux étrangers ayant exprimé le désir de quitter leur pays en raison de leur rejet de la politique de ces États. Étaient évoquées les attitudes idéologiques néolibérales destructrices en contradiction avec les valeurs spirituelles et morales traditionnelles de la Russie. Ce permis de séjour, de 3 mois, serait accordé sans tenir compte du quota approuvé par le gouvernement russe, et sans maîtrise nécessaire de la langue russe et des principes fondamentaux de la législation du pays. Les médias occidentaux français ont donc réagi à cela avec sarcasme. Ils y voient de la propagande de la part du Kremlin, un désir de Poutine de fustiger une nouvelle fois à peu de frais la décadence de l'Occident. Mais quand même, Fabrice Sorlin, n'y a-t-il pas ce désir, ce plaisir même au Kremlin et en Russie de placer l'Occident face à ses propres contradictions? Alors, franchement, je pense que le gouvernement russe se moque totalement de ce que les élites européennes pensent de leur visa idéologique. Ce que je crois et ce que je sais en réalité, c'est que les Russes, quels qu'ils soient, sont très attachés à l'Europe, se sentent européens. Malheureusement, depuis 2014 et le rattachement de la Crimée à la Russie et encore plus après le lancement de l'opération spéciale en 2022, l'Europe de l'Ouest a totalement tourné le dos à la Russie. Et la Russie, elle, continue à se considérer européenne.
Et comme, si vous voulez, elle a été forcée bien évidemment, au niveau économique et au niveau financier, de se tourner vers l'Asie, en revanche, au niveau culturel, elle se sent profondément européenne et elle veut continuer à travailler avec les Européens. Et je pense que ce visa idéologique, à mon avis, c'est pas du tout pour faire la nique à Macron ou à Scholz, c'est plutôt pour dire aux Européens, écoutez, on n'a rien à vous cacher, nous on est Européens comme vous, venez voir chez nous ce qui se passe. Vos médias et vos élites politiques vous mentent, venez voir de vous-même. Et je crois en fait que il faut plus le voir comme une main tendue aux peuples européens dans une atmosphère de tension politique très importante et d'une russophobie des élites occidentales très importante, là où la Russie, voilà, dit, ben, nous, on va continuer à faire une sorte de diplomatie populaire, c'est-à-dire que puisque vos élites ne veulent pas de nous, nous, en tout cas, si vous voulez de nous, eh bien, bienvenue en Russie. Alors la procédure a été ouverte en septembre et dès le 14 septembre, l'ambassade russe à Londres indiquait avoir reçu 34 demandes et quelques jours plus tard, le 3 octobre, une douzaine de demandes étaient aussi relevées au Danemark. On pourrait continuer de lister un certain nombre de pays d'Europe de l'Ouest. Avez-vous des contacts avec des Français intéressés et même des candidats au départ? On se rend compte, ce n'est pas négligeable, quelques dizaines, ce n'est pas non plus une ruée vers l'Est. Comment les choses se passent-elles plus précisément entre ces candidats et la Russie? Alors, en fait, tout le monde retient la date du mois d'août 2024 lorsque le président Poutine a signé le décret, mais en réalité, ça fait déjà plus d'un an et demi qu'on est nombreux à travailler sur la mise en place de ce visa idéologique. Euh, avec d'autres Français et d'autres étrangers, nous avons eu l'occasion depuis un an et demi de rencontrer à de multiples reprises des acteurs politiques majeurs en Russie pour leur expliquer à quel point il serait intéressant, nécessaire, bénéfique même pour la Russie comme pour les familles ou les habitants des pays occidentaux, de faciliter leur venue ici. En fait, c'est un long travail qui a été mis en place. Et pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que déjà, il y a un an et demi, j'avais lancé un premier appel aux personnes françaises qui pourraient être susceptibles, en tout cas, d'être intéressées pour venir en Russie pour ces raisons-là. J'avais reçu, en l'espace d'une semaine, plus de 300 demandes. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous Vous, donner. personnellement, on est bien d'accord. Moi, personnellement, mais je ne suis pas le seul et il y a d'autres personnes qui se sont même spécialisées là-dedans, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je l'avais fait vraiment par un souci, on va dire, de patriotisme à la fois russe et à la fois français pour aider mes compatriotes français qui n'en peuvent plus et à la fois aussi pour aider mon nouveau pays d'accueil, la Russie. Mais je connais des personnes qui, elles, se sont vraiment spécialisées dans le domaine et qui ont reçu non pas quelques centaines, mais des milliers de demandes. Voyez? Donc, bien évidemment, toutes n'iront pas au bout. Euh, Ce n'est, comme vous l'avez dit très justement en préambule, ce n'est pas simple de venir s'installer en Russie, mais ça l'est en tout cas beaucoup plus depuis que ce visa idéologique a été accepté par les autorités russes. Et on peut compter sur les mois et les années à venir, à mon avis, sur un nombre croissant d'individus et de familles occidentales qui vont venir s'installer en Russie pour les raisons évoquées. Alors, cette oukase intervient quand même dans des circonstances bien précises. Vous avez évoqué qu'elle s'inscrivait dans le temps long. Vous avez évoqué le contexte du conflit en Ukraine, de la guerre qu'on évoque en Occident, de l'opération spéciale qu'on évoque en Russie. Plus largement donc, on parle beaucoup de la vie politique et même dans la société russe, d'un virage conservateur du gouvernement russe. Les lois LGBT ont fait grincer des dents en Europe, bien sûr. En Occident, les médias considèrent que l'opposition a été étouffée, bien sûr avec la mort de Navalny et j'en passe, mais aussi avec la fermeture de quelques médias. Est-ce aussi ce que reflète le décret, un virage conservateur de la Russie? On va dire que c'est l'aboutissement, effectivement. En fait, il ne faut pas voir le décret comme un départ, mais comme un aboutissement. C'est-à-dire que ce décret a été voté parce que les Russes ont reçu des dizaines, des centaines, voire des milliers de demandes comme les miennes, puisque moi j'avais fait remonter les 300 demandes dont je vous ai parlé tout à l'heure à des députés de la Douma d'État pour leur montrer qu'il y avait vraiment un besoin, qu'il y avait vraiment euh, une demande de la part des Français. D'autres l'ont fait pour l'Allemagne, d'autres l'ont fait pour l'Italie, pour l'Espagne, etc.
En fait, qu'est-ce qui se passe? Depuis à peu près 2013, la Russie, effectivement, vous vous souvenez des années 2012-2013, lorsque la France battait le pavé pour défendre la famille et se battre contre le mariage homosexuel qui devait être voté en France. Dans le même temps, la Russie votait une loi pour interdire la promotion de l'homosexualité devant les mineurs. J'avais d'ailleurs été invité à cette occasion-là à la Douma avec un groupe de Français qu'on m'avait demandé de faire venir pour soutenir cette loi. Et moi, c'est à ce moment-là, si vous voulez, que je me rends compte que la Russie est en train de prendre un virage totalement différent de celui que l'on trouve en Europe de l'Ouest. Et si vous voulez, depuis à peu près 2012-2013, de plus en plus de Français, de plus en plus d'Européens, d'Occidentaux se sont rendus compte que la vie sociétale française était gangrénée par l'idéologie LGBT, le wokisme, etc. Et qu'en Russie, en revanche, des mesures étaient prises justement pour protéger les valeurs traditionnelles, pour protéger les familles, pour protéger les personnes qui croient en Dieu, quelle que soit leur religion d'ailleurs. On ne parle pas que de l'orthodoxie, on parle aussi de l'islam, du catholicisme, toutes les religions. Bref, que d'un côté, vous aviez une sorte de décadence morale et que d'une autre, vous aviez des valeurs traditionnelles qui étaient protégées. Et donc, c'est parce que les Russes se sont rendus compte qu'ils étaient devenus un pôle d'attraction qu'ils ont décidé de voter cette loi-là, qui est une loi, moi, qui me semble extrêmement courageuse dans une situation de tension extrême avec l'Occident, où, pour des raisons de sécurité, les Russes auraient très bien pu dire, nous, on s'enferme, on protège nos frontières et on ne fait rentrer plus personne. Or là, au contraire, ils font venir des personnes qui viennent de pays inamicaux. C'est du travail en plus pour les services de sécurité. On peut bien imaginer que dans le domaine de tension que je viens d'évoquer, il pourrait y avoir des personnes qui viennent avec l'intention d'espionner ou autre. Donc il y a vraiment, si vous voulez, cette main tendue vers l'Occident qui prouve bien qu'ils le font pas que pour eux, mais aussi pour les personnes, puisqu'ils prennent ce risque-là pour les personnes qui viennent des pays occidentaux et qui en ont juste ras-le-bol de la décadence. Décadence morale, mais il y a aussi une dimension économique dans ce décret, semble-t-il. Actuellement, le taux de chômage est officiellement quasi nul en Russie à 4,6 avant-guerre et 2,9 en novembre 2023. Mais cela n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, semble-t-il, puisque cela se Il est traduit à par 2% aujourd'hui. concrètement oui, Il est même à 2%. descendu à 2%. Donc cela se traduit par un manque potentiel de main-d'œuvre, notamment sur les emplois qualifiés. Est-ce aussi cela que le décret doit contribuer à résoudre? Très probablement oui, si vous voulez. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment des sanctions, après février 2022, il y a quand même pas mal de sociétés occidentales qui ont décidé de quitter le sol russe. Et donc, beaucoup des employés occidentaux ont dû, et la plupart du temps d'ailleurs à contre-cœur, quitter la Russie. Donc forcément que oui, il y a aussi ce rapport-là, c'est aussi quelque chose pour eux d'intéressant de faire venir des Occidentaux qui ont un bon niveau de culture, un bon niveau d'études, avec une expérience dans des domaines bien précis, qui pourraient compenser, si vous voulez, aussi le départ de ces Occidentaux en février, depuis le mois de février 2022. On a compris la semaine, enfin il y a 2 semaines, avec le sommet des BRICS à Kazan, que la Russie n'était pas isolée. C'était un véritable choc, je pense, ici en Occident. Près de 40 dirigeants mondiaux, bien sûr, ont répondu positivement à l'appel de Vladimir Poutine. Alors, si vraiment le monde multipolaire et le Sud global sont en marche, et évidemment cela joue dans l'intérêt de la Russie, pourquoi garder cette porte vers l'Occident? Le Russie a-t-elle encore besoin d'une porte vers l'Occident si le reste du monde lui est ouvert? Alors, au niveau économique, non. Au niveau financier, non plus. Même au niveau des transferts, des biens, ils n'ont plus besoin de l'Occident. Aujourd'hui, quiconque vient en Russie se rend compte que les magasins sont pleins et qu'on trouve absolument tout, tout. Même les produits européens, on les trouve sur les rayons dans les magasins en Russie. Alors, certes, ils mettent plus de temps à venir. Certes, ils sont plus chers à l'achat, mais on trouve tout. En revanche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la raison pour laquelle les Russes veulent continuer à tendre la main aux Occidentaux, c'est qu'ils se considèrent eux-mêmes comme Européens. Voilà, les Russes sont des Européens. Ils ne veulent pas. Ils ont été obligés
puisque l'Occident a tourné le dos de la Russie a été obligée d'aller voir et ouvrir des nouveaux débouchés en Asie et au Moyen-Orient. En revanche, culturellement, ils sont européens et ils veulent continuer à travailler ou en tout cas à faire en sorte d'avoir un maximum de liens avec l'Europe. Alors, quand on parle de la Russie, on a plutôt le sentiment, c'est un sentiment encore une fois, ou une image d'un pays qui serait davantage une terre d'expatriation que d'immigration, frappé bien entendu par un péril démographique que ici on ressasse très souvent. Pourtant, en 2020, la Russie était la quatrième destination au monde, bien sûr principalement en raison des pays d'ex-URSS, d'Asie centrale. Que répondez-vous, Fabrice Sorlin, à ceux qui pensent, qui disent que la Russie n'a rien d'un Eldorado et qu'on y vit moins bien qu'en Occident? Bon, ben, j'y vis moi-même depuis plus de 8 ans et il suffit de voir le nombre croissant d'Européens, d'Occidentaux qui veulent venir en Russie. Il suffit aussi d'aller dans les aéroports moscovites pour voir à quel point il y a de plus en plus de touristes venant d'Asie, de Chinois notamment. D'ailleurs, à ce titre, maintenant, quand vous allez dans les grands aéroports internationaux de Moscou, les grands panneaux d'écriture sont maintenant triplés. Alors, vous avez le russe, l'anglais, maintenant vous avez aussi le chinois. En fait, non, c'est un pays qui est extrêmement beau, très grand, où vous avez des villes très différentes à visiter. Moscou en elle-même est une ville magnifique, Saint-Pétersbourg, mais tout le monde évidemment parle de ces deux grandes villes, mais vous avez à quelques kilomètres de Moscou ce qu'on appelle l'Anneau d'Or, où vous avez parmi les plus belles villes d'Europe, des villes anciennes avec des vieux Kremlins. Si vous êtes amoureux de la nature, vous pouvez aller encore plus loin, soit au nord en Carélie, soit à l'est dans l'Oural, soit encore plus à l'est du côté de Vladivostok, le lac Baïkal, etc. Non, en fait, vous savez, cette mentalité de penser que la Russie est un pays trop difficile et pas apte à être visité, tout ça c'est tombé au moment de la Coupe du Monde de football, où vous avez eu des millions de personnes qui sont venues et tout le monde est rentré dans leur pays en disant, mais c'est un pays magnifique, les gens sont gentils, il y a une grande sécurité dans les villes sont propres. Et bien souvent, les Européens, il suffisait de voir à l'époque les commentaires, comparer par rapport à leur propre ville, à Londres, à Berlin, à Paris, et disaient, mais ça n'a rien à voir. En fait, c'est, c'est un pays européen, mais sans la saleté, sans l'insécurité, sans les problèmes que nous, on connaît. Donc, en fait, forcément, depuis ce moment-là, il y a de plus en plus de personnes qui veulent venir soit visiter la Russie, soit aujourd'hui s'y installer. Pour en revenir à l'oukase, à ce décret, donc à ce visa idéologique, est-ce aussi une nécessité en raison du conflit en Ukraine de compenser des pertes que l'on souligne sans jamais avoir de chiffres évidemment précis, bien sûr du côté russe, mais aussi du côté ukrainien, mais est-ce une manière de compenser ces pertes humaines potentielles? Non, parce que, bon, d'abord, comme vous l'avez dit, on ne connaît pas le chiffre exact des pertes, mais on sait qu'il est au maximum quelques dizaines de milliers, ce qui est forcément quelques dizaines de milliers en trop. Mais sur un pays qui compte 146 millions d'habitants, c'est Epsilon. Vous les estimez à quelques dizaines, ça ne dépasserait C'est pas la pas, centaine selon vous? c'est pas moi qui les estime, c'est des commentateurs spécialisés là-dedans, des reporters de guerre, c'est un peu, voilà, ce que, quand je lis les informations à droite, à gauche, c'est à peu près les informations qui reviennent. Même si il n'y a aucune estimation officielle qui a été donnée par le ministère de la Défense. Donc, ça reste, si vous voulez, des spéculations. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas ça qui va changer la démographie du pays. En revanche, ce qui change aujourd'hui la démographie, enfin, ou en tout cas les problèmes au niveau pour l'économie de la Russie, c'est qu'il y a effectivement entre 600 et je crois 700 000 soldats qui sont mobilisés, qui sont sur la ligne de front. Vous avez quand même à peu près 200 000 personnes qui ont quitté la Russie, soit par des accords, soit parce qu'ils avaient peur d'être mobilisés. Mobilisés. Vous avez une immigration en provenance des pays d'Asie centrale qui est en train d'être largement contrôlée et qui, aujourd'hui, enfin peut-être qu'on en parlera, mais en tout cas, les autorités russes ont pris le problème à bras-le-corps. Allez-y, allez-y, parce qu'en effet, ce décret
arrive dans la foulée de l'attentat tragique du Crocus City Hall, qui a coûté la vie à 145 personnes en mars dernier, en mars 2024. Ce décret arrive aussi en même temps, et la problématique migratoire des pays d'Asie centrale s'est aussi de nouveau imposée dans la vie politique russe. Alors complètement, c'est-à-dire que suite au Crocus City Hall, il y a eu une volonté vraiment très forte de la part des dirigeants politiques russes de reprendre en main le dossier de l'immigration, sachant que 90% de l'immigration qu'il y a encore aujourd'hui en Russie vient de ces fameux pays d'Asie centrale qui sont une immigration, on va dire, non qualifiés, mais des personnes qui travaillent dans des métiers importants, le déneigement, la construction, les livraisons, le taxi, etc. Et cette immigration, l'État russe a décidé de mieux la contrôler parce que ça fait des années en fait que tout est parti un petit peu hors de contrôle. Vous avez l'immigration légale, mais une grosse immigration illégale aussi. Et là, la Russie a pris en main les choses. Le gouvernement russe et les députés russes ont voté des lois maintenant pour à la fois empêcher l'immigration illégale, à la fois contrôler les migrants déjà présents, à la fois punir les personnes qui font venir de façon illégale des migrants d'Asie centrale. Aujourd'hui, ils contrôlent même les passeports de ces gens-là, la façon dont ils ont reçu les passeports, s'ils les ont reçus en payant ou en soudoyant un fonctionnaire. Leur passeport leur est retiré, ils sont renvoyés dans leur pays. Ils contrôlent même les tests de langue que ces gens-là ont dû passer pour obtenir le passeport. Et si jamais ils n'ont pas le niveau qu'ils prétendaient avoir pour obtenir le passeport, pareil, le passeport leur est retiré. Enfin, si vous voulez, aujourd'hui, il y a tout un tas de mesures qui ont été votées pour vraiment reprendre en main cette immigration, sachant que l'objectif des autorités russes aujourd'hui, c'est d'avoir une immigration illégale qui est de zéro. Voilà. Et on voit en Russie régulièrement dans les médias, enfin quand je dis régulièrement, c'est tous les jours, vous avez des centaines de migrants qui sont renvoyés dans leur pays. Ce sont des migrants illégaux qui sont renvoyés dans leur pays. Donc oui, il y a une grosse reprise en main de cette immigration. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ça aussi, ça crée un problème au niveau économique, puisque ces gens-là occupaient des places qui ne sont plus occupées aujourd'hui. Une tolérance zéro face à l'immigration clandestine, en tout cas une intention de tolérance zéro. Vous avez évoqué l'anneau d'or il y a quelques instants, Fabrice Sorlin. Vous étiez à Nijni Novgorod, me semble-t-il, pour évoquer ce visa idéologique. Comment votre déplacement s'est-il passé? Nous conclurons là-dessus. C'est une ville historique russe, bien sûr. Oui, c'est une ville historique russe. Toute la zone historique vient d'être faite à neuf. C'est magnifique. Le Kremlin est vraiment magnifique. Je suis allé là-bas où j'ai été invité par une agence, l'agence OKA, qui est une agence qui dépend du gouvernement de Nijni Novgorod. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de m'entretenir aussi avec le gouverneur de Nijni Novgorod autour du visa idéologique. Le gouverneur et la région, en fait, sont une des régions les pilotes sur ce visa idéologique. Le gouverneur est extrêmement actif, extrêmement motivé pour faire venir des Occidentaux dans sa région. Et donc, il a déjà mis en place un certain nombre de structures, comme cette agence OCA, qui est une agence qui aide individuellement tous les dossiers, toutes les personnes qui voudraient venir s'installer dans la région, qui les aide à la fois sur le côté administratif, mais pourquoi pas aussi aider à les aiguiller sur ce qu'ils doivent faire, pas faire, etc., pour trouver du travail, des emplacements, où est-ce qu'ils peuvent habiter, etc. Et ce genre d'initiative est en train de se multiplier un petit peu partout dans toutes les régions de Russie. C'est-à-dire que l'idée pour les Russes, c'est pas de faire venir ces Occidentaux uniquement à Moscou ou à Saint-Pétersbourg, mais aussi de venir découvrir les magnifiques régions de Russie. Il en manque pas. Il n'en manque pas. Nous conclurons aussi là-dessus, mais en fait, si on comprend bien la politique russe, le défi constant, ça a été l'occupation de ce grand territoire. Ce que vous nous dites, c'est que ce décret s'inscrit aussi dans cette Bien sûr. ambition. Tout à fait. C'est tout à fait logique. C'est-à-dire que ce qu'ils veulent, effectivement, c'est que les Occidentaux viennent visiter d'autres régions et viennent aussi peupler ces régions-là, puisque, vous l'avez très justement dit, la Russie est immense et il ne faut pas résumer la Russie aux deux grandes villes connues en Occident.
Ne pas résumer la Russie. Ce sera le mot de la fin. Fabrice Sorlin, merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que vous êtes cofondateur du MIR, le mouvement international russophile, et que vous animez le canal Telegram Conflit Russie-Ukraine. Fabrice Sorlin, merci encore. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Surtout, n'oubliez pas de commenter et de partager cet épisode. Merci à tous.